En tout cas, je vous présente à tous mes meilleurs vœux 2024, puisqu'on peut encore le faire pendant 10 jours. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année, une très bonne année 2024 à vos équipes également, à vous, à vos équipes et à vos proches. Et puis, je voudrais remercier la Banque Postale. Ça va faire maintenant plusieurs années qu'on fait un webinaire sur la loi de finances en début d'année. L'année dernière, c'était déjà la Banque Postale qui nous avait accompagnés dans cette présentation, qui suscite toujours beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions de la part des élus. Donc, je voudrais remercier donc la Banque Postale, qui est représentée aujourd'hui par Alice Monticelli, Julie Marcoff et Philippe Bettman, qui sont responsables d'études financières à la direction des études. Merci pour être là aujourd'hui et pour répondre à nos questions. C'est toujours important pour nous, l'ANEM, d'arriver à transmettre à nos adhérents des informations qui soient les plus pertinentes pour eux. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence sans trop tarder. Alors, on a été un peu arbitraire, on va couper les micros de tout le monde pour éviter les bruits, les arrière-bruits. N'hésitez pas à poser des questions soit dans le chat, soit en levant la main. L'idée pour nous, c'est de pouvoir répondre aux questions à chaque étape de la présentation et de tout condenser à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On est parti sur 1 h 30, si je ne me trompe pas, Madame Marcoff. Voilà, donc je vous laisse prendre la parole et encore un grand merci. Voilà. Et je tenais aussi à excuser Pascal Boyer qui malheureusement a un problème de connexion, est à l'étranger et a des difficultés de connexion ce matin. Donc voilà, donc je tenais à l'excuser parce qu'elle souhaitait introduire ce webinaire, mais elle n'a pas pu. Voilà. Merci à vous et puis bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, mes meilleurs vœux, comme vous le dites, on peut encore le faire. Alors moi, je vais continuer aussi dans les excuses. Normalement, Luc-Alain Verviche, le directeur des études de la Banque Postale, devait venir vous présenter les dispositions de la loi de finances et puis il a eu un empêchement. Mais voilà, on vous fera une présentation à 3 voix et on espère que ça vous conviendra. On essaiera effectivement de répondre à toutes vos questions. Si on n'a pas la réponse, ça peut arriver, bah, bien sûr, vous nous renverrez, enfin voilà, on fera un échange de mails pour vous donner le plus d'informations, voilà, les informations les plus complètes. Bah, on va peut-être commencer assez rapidement. Je vais vous partager du coup notre document de présentation, puis je vais laisser la parole à Alice qui va commencer. Merci Julie. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, en tout cas de mon côté, oui. Ben, je passe aussi du coup à ces meilleurs vœux pour l'année 2024. Et peut-être je vais aussi commencer par dire que ce matin même, on publie donc le DOB en instantané, qui est un de nos produits phares à la direction des études, une boîte à outils d'aide à la préparation des budgets des collectivités. Et en fait, la plupart des graphiques que vous verrez dans cette présentation sont issus de ce document-là. Donc, je vous invite à aller le consulter quand il sera publié. Donc, vraisemblablement, soit à l'issue de ce webinaire, soit dans la matinée assez rapidement. On peut passer directement à la diapo suivante. Ou c'est moi, est-ce que non, j'ai pas la main sur la diapo, je pense que ouais, ça on peut passer. Bon voilà. Aujourd'hui, donc ce matin, on va d'abord dans un premier temps recontextualiser un petit peu, on va dire voilà, faire un peu de contexte macroéconomique autour de cette loi de finances. Ensuite, on va rappeler les mesures contre l'inflation qui ont été mises en place notamment l'année dernière et voir si elles ont été prolongée ou pas en 2024. Ensuite, on verra l'évolution des dotations et de la péréquation. On parlera de mesures fiscales et d'autres mesures. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail de toutes les mesures de la loi de finances, hein. Il y en a quand même un certain nombre, mais on va essayer d'être le plus clair et synthétique possible. Et comme disait Julie, voilà, si jamais il y a des questions ou des besoins d'approfondissement, le DOB en instantané sera disponible et nous-mêmes, à la direction des études, sur notre boîte mail générique qui sera présente en fin de présentation sur une diaporama un peu résumée.
Allons-y pour parler de croissance économique. Donc là, ce qu'on constate, hein, c'est quand même un retour, on parle de retour à un rythme de croisière avec des taux de croissance qui se rapprochent de ce qu'on a pu constater avant la crise du Covid et avant la crise inflationniste un petit peu exceptionnelle aussi qu'on a pu vivre en 2022. Donc, en termes de prévision et ce qu'il y avait dans le projet de loi de finances, donc au départ, c'est une croissance économique de 1% en 2023 et une prévision de 1,4% pour 2024. Donc pour 2023, 1%, c'est, comme on peut le voir dans le tableau, hein, c'est relativement proche des calculs et des prévisions des institutions, alors tant nationales qu'internationales. Donc la Banque de France, l'INSEE, la Commission européenne et le FMI sont sur des prévisions relativement proches pour 2023. En revanche, pour 2024, le Haut Conseil des finances publiques, qui a pour but d'examiner les hypothèses économiques, notamment donc, du projet de loi de finances, a quand même jugé que les prévisions pour 2024 étaient relativement optimistes, mais pas non plus infondées, disons. Mais voilà, ce qu'on peut voir dans le tableau, c'est que 1,4%, ça reste 0,1 point et 0,2 points supérieurs aux anticipations du FMI et de la Commission européenne, respectivement. Et par contre, avec les écarts avec les prévisions de la Banque de France sont encore plus élevés, puisque là, on est sur un écart de 0,5 points. La Banque de France prévoit pour l'année 2024 une croissance économique à 0,9%, donc est beaucoup plus modérée dans sa prévision de croissance. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un retour à la normale, progressif par rapport aux années précédentes. Et donc ça tient aussi, si on peut passer à la diaporama suivante. Merci. Donc une décélération quand même de l'inflation. Donc on parle d'une inflation qui est quand même toujours importante en 2023 et en 2024, mais quand même on a un mouvement de décélération par rapport au choc de 2022 déjà en 2023. Et donc on devrait constater une décélération à nouveau encore plus importante, disons, pour 2024. Donc quelques éléments chiffrés. Pour 2022, l'inflation, donc la croissance moyenne des prix à la consommation pour l'ensemble de l'année était de plus 5,2%. Donc c'est quand même un niveau particulièrement important. Donc c'est pas pour rien qu'on parle de crise inflationniste. Et pour 2023, donc le chiffre d'inflation définitif, disons, est paru le 12 janvier, donc il y a une dizaine de jours. Et donc on est à plus 4,9% pour l'année 2023. Dans le projet de loi de finances, les prévisions étaient bien d'une augmentation du niveau général des prix de 4,9% en 2023 et la prévision pour 2024 est de 2,6%. Alors, cette inflation, cette évolution de l'indice général des prix à la consommation, c'est vraiment on va dire l'indice très classique qu'on regarde sur le site de l'INSEE, mais qui concerne en réalité le ménage français moyen. En réalité, on est bien conscient que la dépense communale, en tout cas le panier du maire, disons, le panier qui est relatif à la dépense communale, peut être très différent de celui du ménage français moyen. Donc ce qu'on vous a mis là sur le graphique, c'est donc l'évolution sur des indices mensuels en glissement 12 mois, donc c'est-à-dire qu'on a pris les indices mensuels. Donc ici, on est sur produits alimentaires, combustibles et carburants, électricité, gaz, vapeur, air conditionné, bâtiments et travaux publics. Donc là, on a sélectionné, on va dire, des indices qui sont assez propres à la dépense communale, en termes de dépenses, disons. Et donc, ce qu'on regarde, c'est le dernier indice mensuel, les 12 derniers indices mensuels, donc ici, les plus récents, c'est décembre ou novembre, qu'on rapporte aux 12 derniers indices mensuels de l'année précédente. Et donc, on regarde l'évolution. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même
cette très forte volatilité sur les indices de prix énergétiques. On constate bien comme je disais, ce ralentissement, cette baisse. Alors, ça ne veut pas dire que les prix diminuent, mais simplement ils augmentent moins rapidement. Même si, voilà, ce qu'on constate quand même sur cette fin d'année dernière, du coup, c'est quand même une légère reprise sur les indices d'électricité, gaz vapeur, air conditionné, mais globalement, ce qu'on constate quand même, c'est une certaine accalmie, disons, sur ces niveaux de prix. On peut passer à la diaporama suivante pour parler un petit peu, mais quand même assez brièvement, de contexte un petit peu plus macro-financier, disons, et pour parler aussi des taux d'intérêt donc, qui ont augmenté de façon assez forte depuis le milieu d'année 2022. Donc cette forte hausse de taux d'intérêt, elle intervient après une longue période de taux d'intérêt qui ont été particulièrement faibles. Et qui donc ont commencé à augmenter en fait sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, donc comme je disais, courant 2022. Et donc, ça a poussé la Banque centrale européenne, dont le mandat, en quelque sorte, est un objectif d'inflation proche de 2%. Donc, à partir du moment où l'inflation s'éloigne un petit peu trop de cet objectif-là, la Banque centrale réagit. Et donc là, la réaction, c'est un resserrement de sa politique monétaire. Donc, ça passe par l'augmentation des taux courts, des taux d'intérêt plutôt courts. Donc, le principal, c'est le taux d'intérêt de refinancement, son taux de refinancement. Et donc, en conséquence, l'Euribor 3 mois, qui est le principal index utilisé pour les emprunts à taux variable. Et donc ça, l'idée, c'est vraiment de freiner la dynamique économique, puisque ça restreint aussi quelque part l'accès au crédit, ça renchérit le coût du crédit. Et les taux longs, qui sont plutôt donc les emprunts d'État, ont eux aussi poursuivi leur remontée, donc sous les effets cumulés de la reprise économique avec la fin de la crise du Covid, mais aussi donc cette question d'inflation et surtout d'anticipation d'inflation, puisqu'à partir du moment où les acteurs économiques font preuve d'un certain pessimisme, disons, ils vont se rabattre sur des produits financiers plus sécurisés, entre guillemets, et donc plutôt se rabattre sur des OAT 10 ans, par exemple, donc ces fameux taux d'emprunt, ces fameuses obligations à 10 ans, des obligations d'État. Et donc, ça va provoquer cette remontée de taux à long terme. Ce qu'on constate en tout cas depuis octobre 2023, c'est que la Banque centrale européenne maintient ses taux directeurs. Donc, pour justement, comment dire, elle se satisfait, disons, de sa politique monétaire jusqu'à maintenant, puisque pour l'instant, elle considère qu'elle a été relativement efficace. Et donc, elle maintient ses taux directeurs inchangés. Et ça tient aussi notamment au ralentissement de l'inflation, puisqu'elle anticipe justement de se rapprocher de cette cible de 2% en 2025. Les prévisions pour 2024 pour la zone euro, on est toujours sur 2,7%. Donc moins de 3%, mais globalement se rapprocher des 2% pour 2025. Et en termes d'anticipation, ce que les marchés anticipent, c'est peut-être un début de baisse des taux, donc ces taux directeurs dont je parlais, vraisemblablement pour le milieu d'année 2024, donc à l'été 2024, avec peut-être une première baisse voilà, au début de l'été, peut-être juin, juillet, mais voilà, une baisse très, très progressive et globalement, les prévisions à cet égard restent relativement prudentes, on va dire. Je continue donc par rapport aux mesures contre l'inflation.
cet ensemble de mesures d'aide que le gouvernement a pu mettre en place. Donc ici, on va surtout parler de bouclier tarifaire, d'amortisseur électricité, et on fera un petit rappel sur le filet de sécurité. Donc ça, c'est globalement des mesures qui ont été mises en place déjà l'année dernière. Pour le bouclier tarifaire sur l'électricité, ça fait déjà quelques années que c'est mis en place. C'est un système, en fait, donc ce fameux bouclier qui permet au gouvernement de se donner la faculté. Donc, c'est vraiment une question de possibilité pour le gouvernement de fixer tout au long de l'année un niveau de tarif réglementé de vente inférieur à ce que donnerait disons, le calcul classique de ce tarif réglementé de vente, et dans le but de limiter donc leur hausse, de fixer quelque part un plafond d'évolution de la hausse de ces prix d'électricité. Et comme on l'a vu, ça peut être particulièrement utile au regard de la très forte volatilité des prix de l'électricité. Et donc, ce qu'on voit sur cette frise, donc, qui est justement, comme je disais, un des éléments qu'on publie dans le DOB en instantané, c'est que le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire avec un plafonnement de la hausse du prix de l'électricité de plus 4% en février 2022, ensuite plus 15% en février 2023, plus 10% en août. Donc ça, c'était plus 15% dès février 2023, c'était prévu en loi de finances pour 2023. Les plus 10% sont arrivés un petit peu plus tard à l'été, sans vraiment que ça a été anticipé, disons. Et pour 2024, donc ce bouclier tarifaire est maintenu, prolongé, et le gouvernement s'est donné en fait la possibilité, à nouveau, de limiter la hausse du tarif réglementé de vente d'électricité. Et en termes d'annonce, ce qui a été annoncé, c'est que ce tarif d'électricité ne pourra dépasser plus de 10%. La hausse du tarif d'électricité ne dépassera pas 10%. C'est en tout cas ce que s'est engagé à faire le gouvernement. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais entre hier et avant-hier, le gouvernement a déjà décidé de rehausser donc, ce tarif, mais on reste, tout en restant inférieur à cette évolution de 10%, comme il s'était engagé à le faire. Donc, par contre, ce que l'article 225 de la loi de finances prévoit, donc l'article 225 relatif au bouclier tarifaire, c'est que ce système de bouclier tarifaire va progressivement s'éteindre. Et donc, si le gouvernement a cette possibilité de limiter la hausse des tarifs réglementés de vente, il a aussi cette possibilité de ne pas la limiter. Et en tout cas, c'est ce qui est prévu en loi de finances pour 2024, c'est-à-dire que le gouvernement peut toujours rehausser cette cible. Les 10% sont annoncés, mais en réalité, l'État n'est pas engagé on va dire législativement à maintenir 10%. Pour revenir sur quels sont les consommateurs bénéficiaires, donc éligibles au tarif réglementé de vente, on est sur les petites collectivités de moins de 10 employés et avec moins de 2 millions d'euros de recettes pour leurs contrats lorsqu'ils ont contractualisé une puissance inférieure à 36 kVA. Donc 36 kVA, on est sur 36 kVA. Et donc, selon les estimations du gouvernement, on serait sur 30 000 communes bénéficiaires. Et un autre élément, du coup, qui n'est pas écrit sur ce schéma, mais c'est que pour les collectivités, les petites communes qui sont éligibles à ce tarif réglementé de vente, mais qui auraient souscrit à une offre de marché, dans ce cas-là, le bouclier tarifaire prévoit aussi une compensation, donc du coup équivalente à celle de ce que donnerait le blocage du tarif réglementé, et qui serait du coup directement versée à ces collectivités-là. Pour parler de l'amortisseur électricité, donc l'année dernière, donc 2023, a aussi été, donc, comme je disais, l'année de création de cet amortisseur. Et l'idée, c'était que l'État prenait en charge 50% de la facture d'électricité des collectivités locales, dès lors que le prix par mégawattheure de l'électricité, hors acheminement et taxes, on parle de part énergie,
dès lors que ce prix dépassait un certain niveau de référence qui était fixé par décret à 180 € du mégawattheure, alors donc l'État prenait en charge 50% de la facture. Ici, le dispositif est à nouveau renouvelé pour 2024, mais il est atténué en quelque sorte, puisque cette année, l'État prend en charge 75% de la facture dès lors que le prix de la part énergie dépasse 250 € du mégawattheure. Alors, autre modification entre guillemets par rapport à 2023, c'est qu'en 2023, il y avait une aide maximale, un plafond qui était mis en place. Donc, dès lors que le prix dépassait 500 € du mégawattheure, l'aide était plafonnée. Et donc, l'aide était plafonnée avec disons, un remboursement à hauteur de 160 € du mégawattheure. En 2024, il n'y a pas de plafond qui est mis en place comme ça a pu être le cas donc l'année dernière. En termes de collectivités bénéficiaires, donc là, on est sur vraiment l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sans critères de taille particulier. En revanche, pour 2024, le dispositif est prolongé, mais seulement pour les collectivités qui ont signé leur contrat et qui serait donc ce contrat valable pour l'année 2024, disons au plus fort de la crise inflationniste ou en tout cas lorsque les prix de l'énergie étaient encore particulièrement élevés, donc c'est-à-dire qui ont signé un contrat avant le 30 juin 2023. 30 juin 2023 compris, mais l'idée c'est que si vous avez souscrit ou renouvelé votre contrat d'énergie pour l'année 2024 au plus fort de la crise, donc avant le 30 juin 2023, alors vous pourrez bénéficier à nouveau ou pour la première fois d'ailleurs, de cet amortisseur électricité. Et simplement en termes de démarche, il n'y a pas vraiment de démarche à proprement parler à faire pour bénéficier de cet amortisseur, surtout si vous avez déjà bénéficié de cet amortisseur en 2023. Simplement, en 2023, si vous en avez bénéficié, ça veut dire que vous avez fourni une attestation d'éligibilité à votre fournisseur d'électricité. Donc, si en 2023, vous en avez déjà bénéficié, l'aide est automatiquement reconduite si vous êtes toujours éligible. En revanche, si vous avez changé de situation, donc si vous avez changé de situation, c'est-à-dire si vous n'êtes plus éligible ou si vous pensez être éligible alors que vous ne l'étiez pas l'année dernière, alors il faudra envoyer du coup tout simplement une attestation d'éligibilité à votre fournisseur d'électricité. Il y a plein de modèles qui sont disponibles soit sur le site de votre fournisseur, soit dans le DOB en instantané, on vous a mis le lien du décret de fin décembre où vous trouvez un modèle d'attestation. Et simplement aussi, date à retenir importante, disons, c'est qu'il faut remettre cette attestation-là au plus tard le 31 mars 2024. Donc voilà, peut-être s'il y a une information à retenir, c'est envoyer votre attestation si besoin au plus tard le 31 mars 2024. Et ensuite, en termes de procédure, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire puisque la facture vous est directement diminuée par le fournisseur. C'est l'État ensuite qui vient compenser le fournisseur, mais vous constaterez tout simplement une baisse du prix de l'électricité sur votre facture. Je crois pas qu'il y ait de questions à ce stade. Alors oui, pour la garantie 280, pour en dire quelques mots, en fait, c'est une sorte de bonification de l'amortisseur électricité, dont vont pouvoir bénéficier les plus petites collectivités. Donc comme donc on parlait du bouclier tarifaire qui est vraiment, dont bénéficient les plus petites collectivités qui emploient moins de 10 équivalents temps plein ou 10 salariés, et dont les recettes n'excèdent pas 2 millions d'euros pour leurs contrats souscrits à moins de 36 kVA. L'amortisseur électricité bénéficie aux collectivités qui ne sont pas bénéficiaires du bouclier tarifaire. Eh bien, pour les plus petites collectivités qui sont éligibles à la fois au bouclier tarifaire et à l'amortisseur, alors elles vont pouvoir bénéficier de cette bonification dont je parlais, qui s'appelle assez simplement garantie 280. Et globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail de
cette mesure-là, mais tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement s'engage à ce que les plus petites collectivités ne payent pas plus de 280 € du mégawattheure hors taxe en moyenne sur l'ensemble de l'année. Donc, c'était mis en place déjà en 2023, c'est reconduit en 2024, à nouveau pour les contrats signés avant le 30 juin 2024. Oui, c'est ça, avant le 30 juin 2023, excusez-moi. Et donc voilà, c'est une sorte d'amortisseur électricité, mais plus, c'est-à-dire qu'au lieu de 250 € du mégawattheure, comme je le disais précédemment pour l'amortisseur renouvelé en 2024, ici on est sur 230 € du mégawattheure. Voilà, en gros, hein, c'est un amortisseur plus pour les plus petites collectivités, et on sera ravis de répondre aux questions s'il y en a sur cette mesure-là, puisqu'il faut que j'avance un petit peu quand même. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du filet de sécurité, Julie, si on peut passer. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail du filet de sécurité, puisque on a eu un filet de sécurité. Alors là, j'ai plus le filet. Julie? Ouais, non? Ouais, merci. Je vais pas rentrer dans le détail du filet de sécurité, donc au titre de l'année 2022 et au titre de l'année 2023. Je vais peut-être simplement dire que la dotation, du coup, au titre du filet de sécurité pour 2023, sera versée, au plus tard le 31 juillet 2024. Et que, voilà, rappeler tout simplement qu'il y avait, pour bénéficier de ces filets de sécurité, des critères relatifs aux comptes comme une baisse d'épargne brute de plus de X%. Donc en 2023, on était sur une baisse d'épargne brute de 15%, des critères de potentiel financier ou fiscal par habitant en fonction de la situation de la collectivité. Et autre élément peut-être à souligner, c'est que dans la loi de finances pour 2023, on avait 1,5 milliard d'euros qui étaient budgétés au titre du filet de sécurité pour l'année 2023. Et ce montant a été très fortement revu à la baisse en loi de finances pour 2024, puisque maintenant, le gouvernement prévoit que seulement 400 millions d'euros seront versés au titre de cette dotation. Voilà pour les éléments dont on peut parler sur le filet de sécurité. Peut-être si on a le temps, on verra ensuite si on a le temps pour parler un petit peu des acomptes qui ont été versés au titre du filet de sécurité pour 2022 et les acomptes qui doivent être remboursés aussi à ce titre. Mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour ça. Donc, je laisse Philippe reprendre sur ces jolies cartes. Merci Alice et bonjour à tous. Donc là sur les cartes que je vous présente, en fait, donc sur celle de gauche, on voit en fait l'évolution des dépenses à la fois d'énergie et d'alimentaire. Alors pourquoi on a agrégé à la fois les dépenses d'énergie alimentaire, c'est par rapport à toutes les communes qui ont pu basculer en M57 en version agrégée, et du coup sur le numéro de compte dans le plan comptable donc pour 2022 pardon, on a en fait une agrégation en fait des deux postes de dépenses. Donc c'est pour ça, et comme en fait elles ont un peu la même période inflationniste, donc globalement c'était pas très gênant. On remarque quoi? On remarque que globalement, donc entouré, vous allez retrouver les différents massifs montagneux en France. On remarque que globalement, bon, il y a eu quelques communes qui ont peut-être eu une baisse en fait de leur niveau de dépenses, mais qui est plus lié, comme on est sur l'énergie, si les hivers sont un peu moins froids d'une année à l'autre, forcément il y a moins de consommation, donc il y aura moins de dépenses. Mais que globalement, on est plutôt sur des hausses qui sont à minima de 10 à 20%, voire 20 à 40%, et puis quelques éléments un peu plus élevés encore pour certaines communes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer en fait ce niveau de dépenses, c'est-à-dire en fait, on a les communes, donc on consommait davantage, on dépensait plus pour ces postes d'énergie. C'est de voir en fait l'impact de ces dépenses par rapport à leur taux d'épargne. C'est-à-dire que forcément, quand comme vous avez une dépense qui augmente, forcément, si votre recette n'augmente pas autant, vous avez une baisse de votre épargne brute. Là, concrètement, quand on voit donc sur la partie de la carte à droite, on voit
alors en tout cas, si on prend par exemple l'exemple du Massif central, c'est assez flagrant, c'est-à-dire que globalement, la hausse des dépenses liées aux énergies alimentaires ont été assez bien absorbées puisque l'épargne brute n'a pas été impactée, elle est même plutôt assez en hausse, en moyenne, hein, je parle, évidemment pas au cas par cas. Elle a peut-être été un peu plus impactante pour la partie des Alpes, mais surtout la partie sud. On voit qu'il y a quand même un certain nombre en fait, de communes qui ont réussi en fait, à maîtriser ce niveau de dépenses par rapport à leur évolution d'épargne brute. Alors ça peut être à la fois parce que les recettes en fait ont été un peu meilleures, puisqu'il y a quand même eu le taux des recettes fiscales qui ont progressé, en fait la base des valeurs locatives qui a progressé en 2022, donc qui a permis en fait d'améliorer les recettes, mais c'est aussi par rapport à des choix potentiellement des autres dépenses pour pouvoir en fait réduire et absorber ce niveau-là. Voilà pour un peu le commentaire sur les deux cartes donc d'évolution, et je laisse la parole, je crois, à Julie. Oui, merci Philippe. Je ne sais pas si à ce stade-là, on va rentrer dans l'évolution des dotations. Je ne sais pas si à ce stade, vous avez déjà des questions ou des remarques, sachant qu'on pourra toujours en fin de webinaire, si vous avez des regrets, prendre d'autres questions. Mais je vois que dans le chat, il n'y a rien. Il n'y a pas l'air d'avoir de main levée. Donc, on va continuer. Et là, on va regarder un peu comment évoluent les concours financiers que l'État verse aux collectivités locales. Donc, déjà, ce premier tableau, on va parler de l'évolution de l'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités locales. Chaque année, en fait, l'État se donne une trajectoire d'évolution de ses concours financiers. Il fait cette trajectoire sur une enveloppe globale. Sauf que au sein de cette enveloppe globale, vous avez des dotations qui vont fortement augmenter. Et pour que ces dotations puissent augmenter, vous en avez d'autres qui vont diminuer. Et les dotations qui diminuent, c'est ce qu'on appelle la variable d'ajustement. C'est un ensemble de dotations qui quasiment chaque année diminue pour permettre aux autres dotations d'augmenter. Et ces variables d'ajustement, il y a des dotations que vous percevez probablement. Donc là, c'est le tableau qu'on vous a montré. Et en 2024, vous êtes concerné par la baisse de deux dotations. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, la DCRTP, qui a été versée au moment de la suppression de la taxe professionnelle. Et cette DCRTP, elle devrait baisser pour le bloc communal de 14 millions d'euros. Et sachant que pour les départements aussi sont touchés avec une baisse de 20 millions d'euros de cette DCRTP. Alors bon, 14 millions d'euros, ça vous dit rien. Et puis même pour faire des prévisions, ça ne va pas forcément vous aider. Mais donc, cette DCRTP, elle devrait baisser aux alentours de 1,22%. Donc, si vous en percevez, pour éventuellement pouvoir faire votre budget, tablez sur une baisse de cette dotation autour de 1%. Pareil pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, les FDPTP, qui font également partie de cette variable d'ajustement et qui doivent baisser, qui vont baisser en 2024. Alors, ces FDPTP, l'enveloppe globale est donnée aux départements et c'est les départements qui ensuite, selon des critères propres à chaque département, le dispatchent entre les différentes communes. Mais donc, sachez que l'enveloppe perçue par votre département va diminuer. Donc, potentiellement, si vous bénéficiez du FDPTP, il est fort probable également que votre dotation diminue, même si là, le choix est à la main du département. Et donc, pareil, alors ça baisse de 13 millions d'euros et ça correspond à une baisse de 4,6% environ. Donc, pareil, si vous en percevez, tablez plutôt pour votre budget 2024 sur une baisse de cette dotation. Donc, voilà très rapidement sur les premières dotations qui vont baisser. Après, si on rentre un peu dans le détail des dotations que vous percevez, bien sûr, on va regarder la dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF. Donc là, on vous a fait un graphique. Alors, je pense que c'est un peu pour vous faire mal qu'on met ce graphique. C'est l'évolution de la DGF depuis 2004. Et donc, on voit effectivement qu'il y a eu une période de hausse de cette DGF, qu'il y a eu une période de baisse et que maintenant, on est plutôt sur une stabilité. Et même en 2023 et en 2024, on a une hausse de cette DGF chaque année de 320 millions d'euros. Alors, bien sûr, quand je dis qu'il y a une période de stabilité de la DGF, je pense que vous êtes beaucoup à m'écouter et à dire non, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. En effet, j'y reviendrai. C'est comme pour l'enveloppe globale des concours financiers. En réalité, la DGF, pour qu'elle puisse être stable ou qu'elle puisse augmenter, en fait, il y a la DGF de certains qui va augmenter, la DGF d'autres qui va diminuer. Mais en tout cas, pour 2023, pour 2024, on n'est plus sur une notion de stabilité. On a une vraie hausse de cette DGF qui permet normalement de limiter un peu la baisse pour ceux qui subissent une baisse que vous avez pu percevoir.
Alors, avant de rentrer dans le détail, on va regarder un peu effectivement ce qui a pu se passer pour les territoires de montagne, pareil avec des cartes. Là, je vais laisser Philippe commenter les cartes sur l'évolution de cette DGF. Oui, donc là aussi, merci Lucie, Julie. Je s'appelle Lucie, c'est pas grave. Donc sur la partie de la carte, donc à gauche, en fait, on voit la dotation globale donc, de fonctionnement qui a été versée en 2023, donc en euros par habitant. Donc là aussi, donc plus on est sur des couleurs foncées et plus le montant par habitant est important. Alors on voit quand même globalement que le Massif central est, on va dire, plutôt en moyenne bien doté en termes de dotation. À contrario, par exemple, si on regarde sur les Pyrénées ou sur le Jura, si on regarde par contre en fait en termes d'évolution, bah là aussi on voit qu'en fait entre bel et bien 2022 et 2023, il y a eu une progression de la DGF. Alors il y a quand même des points rouges, hein, donc les communes qui ont perdu de la dotation. Mais on voit que concrètement, les communes de montagne ont plutôt été ont eu une progression en fait de leur DGF. Alors, si on prend l'écran suivant, Julie, s'il te plaît, le slide suivant. Oui. En fait, il faut bien voir, c'est que l'augmentation n'est pas aussi conséquente que ça. Donc là, en fait, j'ai séparé justement pour montrer à la fois les dotations donc, des communes en hausse et des communes en baisse. Alors on voit que les communes, si on prend donc le premier tableau, donc les communes en baisse, ben, c'est quand même principalement lié à la baisse de la population. Alors la baisse de la population, on est toujours bel et bien sur les chiffres et l'évolution de la DGF, donc sur les statistiques et l'évolution de l'INSEE. Donc, enfin voilà, donc les données sont les données officielles hein, qui permettent de calculer donc, cette variation de population. On voit concrètement que en moyenne sur la France entière, les baisses de population, enfin les communes qui ont eu une baisse de population ont baissé en moyenne de 78 centimes au niveau de 78 centimes donc pour l'ensemble des communes de France. Sur les communes de montagne, on est plutôt à 80 centimes, donc il y a une légère baisse qui est un peu plus conséquente, un peu plus accentuée pour les communes, les stations de montagne. Et on a quelques communes qui étaient en hausse de population qui ont quand même vu leur dotation baisser. Mais on voit qu'en termes de nombre de pourcentage de communes, c'est quand même assez faible. Avec quand même aussi au niveau là aussi des communes de stations de montagne qui ont, puisqu'il y en a quand même plus de 9%, qui sont donc avec des hausses, avec des impacts plus conséquents en fait par rapport aux autres communes. À la fois aussi après par rapport aux dotations forfaitaires, donc qui seront en hausse, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si globalement il y a un certain nombre de communes qui ont été en hausse. On voit bien que la hausse est plutôt limitée et principalement liée en fait à la hausse de la population, puisque sur les 55,6% en fait de France entière de communes qui ont eu une progression de leur DGF, 53,5% en fait, c'est lié à une hausse de leur population. Donc forcément, machinalement, enfin mécaniquement, ça a augmenté. Et ils ont touché de l'ordre de 1 euro supplémentaire. Donc il est vrai que ce niveau d'augmentation par rapport au budget général n'est pas forcément hyper visible dans les comptes de la commune pour équilibrer. Voilà. Je relaisse la parole. Je me permets un commentaire puisqu'on a Oui. dans le chat monsieur Bourgeois qui nous fait remarquer que les communes forestières ont été très impactées par la baisse de DGF. J'ai vu que vous aviez vous aviez ce focus station. Est-ce que vous avez éventuellement des éléments sur les communes forestières? Je laisse la parole à monsieur Bourgeois parce que je vous ai pris la parole, monsieur Bourgeois. Alors, oui, oui. Bon, bonjour à tous. Ben, écoutez, les communes forestières ont été très impactées parce que quand il y a eu en 2015 une aide au désendettement de la France, ils ont pris les recettes brutes des ventes de bois. Et par exemple, moi, sur ma commune de 150 habitants, on est passé d'une dotation d'une DGF de 12 000 euros à aujourd'hui à 4 600 euros. Et on n'a pas de hausse depuis. Hein. Et je crois qu'il y a beaucoup de communes. Il y a des communes qui sont même, elles n'ont plus de DGF du tout. Hein, des communes autour de chez moi, dans le Jura. Hein. Et elles ont même, avec le FPIC, elles sont en dessous. Elles sont même, elles n'ont plus de dotation du tout. En fait. Voilà. Pour ça, je voulais souligner cette particularité. Alors,
Si je lis, enfin, juste dire 2 mots. En fait, là tout à l'heure on parlait donc sur le premier, donc les cartes, on était sur la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire à la fois la dotation forfaitaire et les dotations de péréquation. Il est clair que les communes qui bénéficient en fait de la dotation de solidarité rurale, s'ils en ont une partie en fait cible, bah, comme c'est les 10 000 communes les plus pauvres qui bénéficient en fait de cette dotation, bah, à partir du moment où leur richesse elle est à peine au-dessus, en fait, qu'ils passent du 10 000 à 10 001, bah, en fait, ils perdent carrément le niveau. C'est là où souvent, en fait, on a eu des grosses chutes impactantes. Donc, c'est ça qui est lié. Alors, vous parlez en fait de la vente de bois. En effet, on pourrait considérer que cette recette ne devrait pas être intégrée avec les autres recettes fiscales, mais les autres recettes de façon globale sur la commune. Moi, j'ai vu encore d'autres énormités qui sont encore plus conséquentes. C'est par exemple, quand vous avez des remboursements, parce que vous avez du personnel malade, vous avez embauché du personnel supplémentaire et vous avez donc des remboursements de l'assurance pour jamais payer une partie des salaires des personnes malades. Donc, en fait, vous n'avez pas de richesse. Cette recette est intégrée comme étant un revenu. Donc, ça vient accentuer en fait votre richesse alors qu'il n'y a pas réellement de richesse, et voire même pire en 2022, puisque le président de la République avait décidé de verser une prime de 100 € à chacun des agents, et pour que les collectivités qui le versent en direct avaient prévu en fait de faire une remise en fait de la fiscalité, des charges patronales en fait. Donc il avait un recrédit au niveau des charges patronales. Et bien ce recrédit en fait a été intégré comme étant une recette de la collectivité, alors que ça a été correspondant en fait à jamais qu'un remboursement d'une dépense décidée par l'État. Donc bon, on a quelques éléments comme ça qui en effet peuvent parfois amener une incompréhension des maires ruraux. Voilà. Alors, si on continue maintenant pour essayer de comprendre ce qui se passe effectivement en 2024 et ce qui se passe au sein de la DGF du bloc communal. Donc là, on vous a montré l'évolution de la DGF du bloc communal et on vous a montré l'évolution à l'intérieur de cette DGF des différentes fractions. Donc de la dotation forfaitaire et puis des dotations de péréquation. Et puis dans les tons bleus, c'est les dotations qui vont aux communes, et dans les tons verts, c'est les enveloppes qui vont aux EPCI à fiscalité propre. Donc, en 2024, ce qui se passe, je vous le disais, il y a la DGF, l'enveloppe globale de la DGF, qui progresse de 320 millions d'euros. Mais alors, comment ces 320 millions d'euros? Donc, je crois que ça correspond à une hausse de 1,2%. Effectivement, c'est bien aussi de le remettre, de recontextualiser cette hausse. Alors, c'est mieux qu'une stabilité, c'est mieux qu'une baisse, mais effectivement, on est loin d'avoir une hausse qui va couvrir potentiellement l'inflation. Mais en tout cas, ces 320 millions d'euros, comment ils sont répartis entre les différentes enveloppes? Alors déjà, la dotation forfaitaire globale, elle n'est pas censée progresser. Sauf qu'en réalité, comme on l'a déjà dit, comme Philippe vous l'a dit, quand vous avez une évolution de votre population, vous avez une évolution de votre dotation forfaitaire. Donc, pour que les gens, et donc nous, on a estimé que l'évolution de la dotation forfaitaire du fait de la hausse de la population, ce serait 30 millions d'euros supplémentaires. Et donc, pour pouvoir financer ces 30 millions d'euros supplémentaires, du coup, on va avoir un écrêtement de la dotation forfaitaire de certaines communes. Donc, vous savez, c'est celles qui remplissent un certain critère de potentiel financier. Donc, si vous êtes une commune qui a déjà l'habitude d'être écrêtée sur sa dotation forfaitaire, vous serez à nouveau écrêté en 2024. En 2023, a priori, vous ne l'avez pas été parce que vous voyez, l'État a injecté de l'argent directement, a injecté 24 millions d'euros en 2023 pour financer les hausses de population. Sauf qu'en 2024, l'État n'injecte pas d'argent pour financer les hausses de population. Donc, on retrouve de la péréquation entre communes. On vient prélever sur la dotation forfaitaire d'autres collectivités. Donc, si vous étiez prélevé en 2021-2022 sur votre forfaitaire, il y a des chances pour que vous soyez à nouveau prélevé en 2024. Par contre, c'est un prélèvement qui devrait plutôt être minime. On serait en dessous de 1% en termes de prélèvement, mais vous devriez avoir une petite baisse de votre dotation forfaitaire.
Ensuite, par contre, vous avez une hausse de la dotation de solidarité urbaine de 140 millions d'euros. Vous avez également une hausse de la dotation de solidarité rurale de 150 millions d'euros. Et donc, ça, c'est vraiment des sous injectés directement par l'État. La dotation nationale de péréquation, elle, ne bouge pas. Et puis, si on regarde du côté des dotations intercommunales, enfin, de la DGF pour les groupements, la dotation d'intercommunalité va progresser de 90 millions d'euros. Donc, c'est 3 fois plus que ce qu'on pouvait observer les années précédentes. On était sur une hausse de 30 millions d'euros. Et cette hausse de 90 millions d'euros de la dotation d'intercommunalité, il y en a 30 millions d'euros qui sont financés directement par l'État, mais vous en avez 60 millions d'euros qui sont financés par un prélèvement sur la dotation de compensation des EPCI. Donc les EPCI, ils touchent une dotation d'intercommunalité qui, elle, va augmenter, mais une dotation de compensation qui, elle, diminue pour financer la hausse de la dotation d'intercommunalité. Et je vais y revenir un peu en détail, mais là, c'était vraiment pour vous montrer les mécanismes d'égalité, enfin de passage entre les différentes enveloppes. Voilà, donc là, je vous ai remis pour information, effectivement, les conditions pour être prélevé sur sa dotation forfaitaire. Donc, c'est un niveau de potentiel fiscal par habitant qui est supérieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant. Mais ça, c'est une règle qui n'a pas changé. Et puis, concernant, alors il y a eu des ajustements qui ont été faits concernant la dotation de compensation et la dotation d'intercommunalité. Donc déjà, sur la hausse de la dotation d'intercommunalité, jusqu'à présent, sa hausse était plafonnée à 10%. Elle ne pouvait pas augmenter de plus de 10%. Là, compte tenu, je vous ai montré comme elle progresse de 90 millions d'euros, compte tenu de sa forte hausse en 2024, son plafonnement et la hausse peut aller jusqu'à 20%. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir une hausse, enfin, votre groupement peut avoir une hausse de sa dotation d'intercommunalité de 20%. Ensuite, la dotation de compensation, donc c'est celle qui diminue. Tous les EPCI ne la perçoivent pas. Les EPCI qui sont à fiscalité additionnelle, la partie compensation est perçue par les communes. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine inégalité entre les EPCI parce que ceux qui ont cette dotation de compensation, ils voient cette recette diminuer chaque année. Et puis les autres, vu que c'est ce qui correspondait à la part salaire au moment de la suppression de la taxe professionnelle, en fiscalité additionnelle, c'est resté du côté des communes. Donc du coup, ces groupements ne la touchent pas et ne voient pas la baisse progressive de cette dotation. Donc là, il a été décidé que tous les groupements percevraient cette dotation de compensation et subiraient cette baisse. Ce qui veut dire qu'on a décidé que les communes qui percevaient cette part, qui était à fiscalité additionnelle, allaient transférer leur part salaire au groupement, à leur groupement. Et en échange, le groupement va verser une attribution de compensation d'un même montant. Sauf que le montant de l'attribution versée à la commune, lui, ne va pas bouger. Donc, chaque année, la commune percevra toujours le même montant. Or, par contre, pour le groupement, la dotation de compensation va baisser chaque année. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais si vous êtes en fiscalité additionnelle, la part salaire pour la commune, la part salaire va partir au groupement. Le groupement, en échange, va verser une attribution de compensation qui sera toujours du même montant chaque année. Par contre, le groupement, lui, subira une baisse. Donc là, voilà, si vous êtes en fiscalité additionnelle, c'est quelque chose à avoir en tête. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Oui, Madame Jacquier. Oui. Oui, bonjour. J'ai une petite question sur l'écrêtement de la dotation forfaitaire. Oui. Le potentiel fiscal par habitant, c'est à quelle date et où est-ce qu'on peut le trouver, celui de sa commune et celui Et le potentiel fiscal moyen par habitant, ouais. Alors, c'est quelque chose, normalement, c'est une information que vous recevez. Alors, Philippe, tu sais peut-être mieux que moi les délais dans lesquels c'est envoyé ces informations. Sinon, vous devez pouvoir demander à votre DGFiP qui vous donne les ratios, hein. Normalement, votre comptable public est en mesure de vous donner cette information. Je ne sais pas, Philippe, si tu sais les... Quand est-ce que... Ouais. Non, je ne sais pas dans quel état ça se trouve, en fait. Mais a priori, demandez à votre DGFiP et vous aurez, elle vous donnera l'information. Sinon, dans le DOB, alors après, alors, on vous donne la façon dont c'est calculé dans le DOB en instantané. On a une page où on met comment ce potentiel fiscal est calculé, si vous voulez essayer de le calculer pour vous. Mais par contre, après, il faut que vous arriviez à avoir l'information du potentiel fiscal moyen. Je pense que c'est une information qui est donnée par votre comptable public. Mais si vous voulez, ça, je peux essayer de voir... qui peut vous renseigner, mais
Voilà, On pour a savoir. madame- Peut-être effectivement le conseiller aux décideurs locaux. Bah oui, le CDL, CDL, oui, ouais. tout à fait. Je pense que lui, il sera en mesure de vous donner les chiffres. Au moins le montant moyen. Madame Mougeot dans le chat confirmé Les préfectures, aussi. oui. C'est les préfectures qui les envoient au mois de septembre. Les préfectures, en septembre, voilà. Bah, donc du coup, ouais. Un peu tard pour pouvoir faire vos calculs, mais vous pouvez vous baser sur celles que vous avez reçues normalement en septembre dernier. Pour effectivement savoir si vous allez être écrété sur votre forfaitaire. Après, vous pouvez déjà regarder si les années d'avant, vous étiez écrété ou du coup, potentiellement, vous le serez à nouveau. Je vois qu'il y en a dans la conversation, vous pouvez regarder, il y a des fiches INSEE aussi. Voilà, fiches INSEE données par la préfecture, tout à fait. Voilà pour l'évolution de vos différentes dotations. Alors, si on regarde un peu plus sur les dotations de péréquation, dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, je vous ai dit que donc effectivement, en fait, ces 320 millions d'euros supplémentaires, ils viennent surtout alimenter cette DSU et cette DSR. Donc, on vous a mis pareil, en millions d'euros, pareil, vous, ça ne va pas vous parler pour votre propre dotation. La DSU, ça correspond à une hausse d'un peu plus de 5%. La DSR, ça correspond à une hausse d'un peu plus de 7%. Après, Philippe a commencé à vous en parler, au sein de la DSR, vous avez différentes fractions. Et ces différentes fractions, elles ne vont pas évoluer pareil. Donc, vous, selon la fraction que vous percevez de DSR, donc ça vaut le coup aussi de regarder ce que vous touchez comme DSR, ça va être plus ou moins dynamique. Parce qu'en réalité, il a été décidé que sur les 150 millions d'euros, il y a au moins 60% qui va être affecté à la fraction péréquation. Sachant que la fraction péréquation, c'est celle qui est le plus touchée par quasiment toutes les communes. Et donc, cette fraction péréquation, elle devrait progresser au moins de 11,6%. Donc, ayez en tête que si vous avez la fraction péréquation, normalement, vous devriez avoir une hausse autour de 11% de cette partie-là. Et puis après, la répartition, alors c'est une répartition qui est décidée en comité des finances locales. On ne sait pas encore exactement comment ce sera réparti. Donc là, nous, on a fait des simulations en partant de la répartition qui avait été faite l'année dernière. Et donc, il y aurait 20% qui seraient sur la fraction cible et 20% sur la fraction bourg-centre, ce qui correspondrait à une hausse de la fraction cible autour de 6% et de la fraction bourg-centre autour de 4%. Donc là, c'est pour vous donner des indications selon vous, ce que vous touchez, pour avoir un peu une idée de comment potentiellement ça peut évoluer pour vous. Alors, si on continue, là, il y a des petits ajustements qui ont été faits dans les calculs de ces différentes fractions. Sur la fraction cible, on prenait en compte notamment le revenu par habitant, mais on le prenait en compte pour une année. Sauf que le revenu par habitant, pour les plus petites communes, il peut varier fortement d'une année sur l'autre. Donc, ce qui voulait dire qu'il y avait des communes qui rentraient dans la fraction cible, qui sortaient de la fraction cible, parce que d'une année sur l'autre, leur revenu par habitant bougeait fortement. Là, du coup, il a été décidé de prendre la moyenne sur 3 ans du revenu par habitant pour essayer d'éviter effectivement ces effets d'entrée et de sortie dans le dispositif. Ensuite, concernant la DSR, donc sur la fraction péréquation, il y a une majoration qui a été mise en place pour les communes situées en zone France Ruralité Revitalisation. Vous savez, c'est le nouveau zonage qui vient d'être fait, qui vient remplacer les ZRR. Et donc, il a été décidé d'une majoration de 20% pour ces communes qui sont situées dans ces zones-là. La dotation nationale de péréquation, il y a eu l'institution d'une garantie de sortie. Cette garantie de sortie, elle existe pour la DSR, elle existe pour la DSU, elle n'existait pas pour la DNP. Donc, si vous touchez de la DNP, dotation nationale de péréquation, qu'une année, vous ne remplissez plus les critères pour pouvoir la toucher, vous avez une garantie, c'est-à-dire que l'année où vous perdez le bénéfice de cette dotation, vous en percevez quand même la moitié. Ça vous permet, ça évite quand même d'avoir un choc un peu trop fort sur les recettes. Et puis, voilà, sur la DSU, il y a un mécanisme aussi qui a été mis en place pour les communes nouvelles, pour que les communes nouvelles puissent percevoir une sorte de garantie de non-baisse si au moins une de leurs communes avant percevait cette DSU. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, je suis désolée, c'est moi. Non, mais c'est très bien. Je reviens vers vous sur la DSR, sur la fraction de péréquation liée aux communes situées en FRR, donc France Ruralité Revitalisation, puisque l'entrée en vigueur de la réforme et le nouveau zonage aura lieu au 1er juillet. Juillet, tout à fait. Nous, on a effectivement aujourd'hui, on a à peu près 4000 communes en ZRR. On devrait rester
Oui. grosso modo sur le même volume de communes qui rentreraient en FRR, mais enfin qui seraient maintenues en FRR, mais j'aurais peut-être quelques sorties et quelques nouvelles entrées. Mais grosso modo, donc je voudrais savoir comment ça se passe pour cette péréquation, puisque j'ai des communes qui vont rentrer en FRR. Je risque d'avoir des communes qui vont sortir de ZRR, alors ça va jouer à la maille pour nous, ça va être vraiment à la marge, pardon, pour nous. Mais sur les 18 000 communes qui vont être classées FRR, je vais avoir un peu plus de mouvement. Donc, comme c'est un zonage qui est révisé en cours d'année, la péréquation, elle va se calculer comment? Est-ce que ce sera en milieu d'année? Non, je pense que vous toucherez la dotation pour 2024, calculée sur les anciens critères, et je pense que c'est en 2025. Alors là, je vais vérifier, mais je pense que c'est en 2025 qu'on prendra en compte la nouvelle situation, mais je vais me renseigner effectivement pour l'année exacte d'application, parce que vous avez raison, c'est effectivement au 1er juillet que tout va commencer à s'appliquer. Il y a eu un prolongement des ZRR jusqu'au 30 juin, exactement pour faciliter les choses. Je pense que voilà, pour l'année, ce sera sur les anciens critères et que c'est vraiment 2025, mais je vais regarder. D'accord, merci. Ou alors, ça pourrait être, mais à nouveau, je pense que dans tous les cas, on vérifiera, mais est-ce que ça pourrait être aussi, sinon, une estimation pour l'année 2024 et ensuite une correction pour l'année 2025? Mais bon, à Ouais, vérifier. on va regarder. Ouais, on va regarder pour cette histoire de milieu d'année, Ouais. effectivement, la dotation que vous allez percevoir. Mais comme c'est sur les critères de l'année d'avant, qu'en général, les calculs sont faits, c'est pour ça que je pense que ce sera vraiment 2025 Ouais. qu'il y aura une application, mais on va regarder. D'accord, ok. Merci. Alice, écoute, du coup, sur les hausses de Magnifique. dotation encore. Ouais. Oui, alors donc ici on est sur la fameuse dotation pour la protection de la biodiversité. Donc façon simple un petit peu de dire d'appeler cette dotation pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. Donc c'est comme ça qu'on l'appelait jusqu'à maintenant, dotation biodiversité par simplicité. Mais cette dotation-là est réformée. Elle devient donc la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Et l'enveloppe de cette dotation est portée à 100 millions d'euros. Donc c'est en 2024, ça représente une hausse de 58,4 millions d'euros par rapport à la dotation biodiversité de 2023. Donc cette hausse-là, elle a été annoncée déjà l'été dernier dans le cadre du plan France Ruralité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'éligibilité de la dotation par simplicité, dotation biodiversité, qui est étendue à toutes les communes rurales au sens de l'INSEE, ainsi qu'à toutes les communes de moins de 10 000 habitants dans les départements et régions d'outre-mer, et dont une part significative, donc le significatif doit encore être précisé, disons, dont une part significative du territoire est couverte par une aire protégée ou est limitrophe à une aire marine protégée. Et donc, comme je disais, des conditions qui doivent être précisées, mais en gros, pour l'éligibilité à cette dotation, elle est fonction de la population et de la superficie du territoire qui est couverte par cette aire protégée. Et donc, tout ça doit être précisé par décret. Mais ce que prévoit aussi la loi de finances pour 2024, c'est une garantie qui est mise en place pour que le montant de la dotation biodiversité perçue par les communes en 2024 ne puisse pas être inférieur à celui qui a été perçu en 2023. Donc, en gros, c'est vraiment pour les communes qui ont été bénéficiaires de la dotation en 2023 et qui le sont de nouveau en 2024. Elles ne verront pas le montant de leur dotation diminuer. Et peut-être un dernier point sur cette dotation biodiversité, c'est vraiment souligner qu'elle a été créée en 2019 au départ pour les communes dont une part importante du territoire était classée en site Natura 2000. Cette dotation, au fil du temps, elle s'est développée sous forme d'enveloppe selon vraiment la nature des communes bénéficiaires. Donc, si elles sont en site Natura 2000, en parc naturel marin, parc naturel national. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au départ, on était sur une dotation de 5 millions d'euros et que maintenant, on est sur 100 millions d'euros. Donc, il y a quand même une multiplication par 20 du montant de cette dotation en quelques années. Donc, ça témoigne quelque part
d'un mouvement aussi de verdissement. C'est vrai que là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en parlera peut-être un petit peu plus au moment de parler du fonds vert, par exemple. Mais il y a un vrai mouvement de verdissement des dotations de l'État, que ce soit à la fois en fonctionnement ou en investissement. Et cette dotation de biodiversité et cette hausse de la dotation de la biodiversité au fil des années en témoignent. Je continue sur la diapo suivante. Avec d'autres dotations, donc, dont la dotation pour station de titres sécurisés, dont l'enveloppe est aussi portée à 100 millions d'euros en 2024. Donc, en loi de finances pour 2023, on était sur 52 millions d'euros et elle est quasiment doublée pour être portée à 100 millions d'euros. Donc ici, en fait, la dotation, elle est étendue. Et elle vise en fait l'idée, hein, c'est que les communes qui traitent les demandes de moyens d'identification électronique et qui sont équipées en station de recueil de demandes de passeports biométriques et de cartes d'identité, comme elles font face à une demande de titres d'identité de plus en plus importante et surtout en très forte progression en fait depuis la fin de la crise du Covid. L'idée c'est qu'elles puissent qu'elles puissent parvenir entre guillemets à leurs besoins. En fait déjà l'année dernière en fin novembre au moment de la loi de finances de fin de gestion pour 2023, l'enveloppe avait déjà été majorée de manière, disons, exceptionnelle. Et donc, la loi de finances pour 2024 porte à nouveau cette enveloppe, cette fois donc, à 100 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2024. Et à nouveau, les modalités de répartition de cette enveloppe seront précisées par décret. Ensuite, pour parler de la dotation élu local, ici, donc l'article réforme les modalités d'attribution de cette dotation élu local. Donc, dotation élu local, c'est une façon simple aussi de dire dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Et donc, d'une part, cette réforme, elle étend la protection fonctionnelle à l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants. Donc ça représente un peu plus de 2000 communes supplémentaires en termes de bénéficiaires. Une deuxième mesure, c'est que le bénéfice de cette dotation est élargi à l'ensemble des communes de moins de 1000 habitants. Ça, c'est permis en fait par la suppression d'une condition, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la suppression d'un critère de potentiel financier. Et donc, globalement, la dotation sera augmentée l'enveloppe de la dotation est augmentée de 15 millions d'euros en 2024. Et je vais pas non plus rentrer dans le détail pour la question du FPIC, mais globalement, sur les délibérations de répartition dérogatoire ou libre du FPIC, donc FPIC pour Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, tout simplement, l'article assouplit donc les règles qui permettent de déroger à la répartition de droit commun de ce FPIC et permet de rendre pluriannuelles les délibérations qui fixent donc les modalités de répartition du FPIC entre le PCI et ses communes membres, tout simplement. Et à nouveau, donc sans rentrer dans le détail, puisque les modalités seront aussi définies dans le cadre d'un décret d'application qui devrait paraître prochainement. Et je te rends la parole, je crois, Julie. Oui. Et on t'entend pas. Je ne sais pas si c'est ton micro. Ouais, ton micro est coupé encore. Oui, j'ai oublié d'enlever mon micro, c'est classique. Je finis juste rapidement sur des petites spécificités pour les communes nouvelles. Alors, pour les communautés, vous savez, c'est les communes qui sont sur le territoire d'un EPCI. Là, on vient préciser les règles d'évolution de leur dotation. Après, ce qui peut peut-être un peu plus vous intéresser, c'est la nouvelle dotation aux communes nouvelles qui vient remplacer un peu le pacte de stabilité. Où en fait, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, cette dotation aux communes nouvelles, où on leur assurait en fait de percevoir un niveau de DGF qui ne baisserait pas. Pour pouvoir le financer, pareil, on prélevait
sur la DGF des autres communes. Là, déjà, la nouveauté, c'est que c'est vraiment une nouvelle dotation qui est créée et qui est, alors je crois qu'elle est de 5 millions d'euros et qui est payée directement par l'État. Donc, on vient pour financer cette nouvelle dotation, on ne vient pas prélever sur la dotation des autres communes, c'est vraiment l'État qui vient financer cette dotation. Alors, cette dotation, elle va être versée à toutes les communes nouvelles de moins de 150 000 habitants et elle est composée de 2 parts. Alors, pour ceux qui connaissent déjà ce que touchent les communes nouvelles, ça ressemble déjà un peu à l'ancien mécanisme, mais vous avez une part amorçage qui, pour le coup, est beaucoup plus importante que ce qui existait avant, qui est de 15 € par habitant et qui, elle, est versée pendant 3 ans. Et puis ensuite, vous avez une part de garantie qui permet aux communes d'avoir un montant de DGF qui soit au moins égal à la somme de toutes les DGF des communes fusionnées. Sachant que alors déjà, principale nouveauté, cette part de garantie, il n'y a pas de limite dans le temps. Jusqu'à présent, c'était 3 ans. Il n'y a plus de limite, dans le temps. Et autre nouveauté, cette part garantie, elle est calculée au global, sur l'ensemble de la DGF. Donc, l'ensemble des parts de la DGF. La forfaitaire, la DSR, la DSU, selon ce que vous percevez. Avant, il y avait une garantie qui était calculée pour chaque enveloppe. Donc là, ça veut dire que si vous avez une enveloppe qui augmente et une autre qui baisse, vous n'allez pas forcément bénéficier de la dotation de garantie parce qu'on va vraiment prendre le global. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de limite de temps pour cette dotation de garantie. Et donc, vous êtes assuré à chaque fois de percevoir ce que les communes fusionnées percevaient avant la fusion. Et bien sûr, à chaque fois, on augmente du taux d'évolution nationale de la DGF. Voilà rapidement, mais si vous êtes intéressé pour faire une commune nouvelle ou si vous êtes dans une commune nouvelle, vous êtes concerné par cette nouvelle dotation qui normalement devait être un petit peu plus importante. Alors, dernier élément important concernant les dotations, c'est le calcul des indicateurs financiers. Donc, on en parlait, le potentiel fiscal, le potentiel financier, etc. Donc, ces potentiels, ils se basent sur vos recettes fiscales notamment. Et du fait de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, de la suppression de la CVAE, ce potentiel, le mode de calcul de ce potentiel, de ces indicateurs financiers a complètement été bouleversé. On a complètement revu le mode de calcul, sauf que le fait de revoir ce mode de calcul peut avoir une incidence assez forte sur votre indicateur financier, sur vos indicateurs financiers, et donc du coup sur vos dotations, vu que ces indicateurs servent au calcul de vos dotations. Donc, il a été décidé d'appliquer les conséquences de ce nouveau mode de calcul de façon étalée dans le temps. Donc, en 2023, par exemple, en 2024, on va prendre en compte la fraction de correction va être de 80%. Ça veut dire qu'on va prendre en compte 20% de ce nouveau mode de calcul. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête parce que ça va faire un petit peu évoluer vos indicateurs financiers. Bon, après, là, il y a plusieurs petits détails où, effectivement, maintenant, comme la CVAE a été supprimée, la TVA rentre dans ce mode de calcul. Petit changement, normalement, il y a l'effort fiscal des communes, qui est aussi un indicateur financier. On va limiter l'impact du nouveau calcul et donc la fraction de correction est encore de 90% et pas de 80%. Voilà pour les éléments, mais ayez en tête qu'effectivement, vos indicateurs financiers, chaque année, changent un peu pour prendre en compte le nouveau mode de calcul. Et du coup, on a notamment fait effectivement des cartes pour montrer que ça peut avoir un impact assez fort sur vos indicateurs et sur vos dotations. Donc effectivement, là, Philippe, si tu veux expliquer cette carte. Ouais. Oui, donc là, en fait, on voit donc l'évolution de l'effort fiscal tel qu'il sera en fait en fin de période, une fois que l'ensemble en fait de la fraction de correction aura été appliqué à ce maximum. Donc on voit, on a quand même une variation en fait en fonction des différents massifs, on retrouve en fait sur le massif central, donc quand même, un peu un mitigé en fait entre les parties. Alors, les parties vertes, en gros, c'est ceux qui sont favorables, dans le calcul pour les communes, donc qui devraient améliorer en fait le montant de la dotation. Et plus vous êtes en rouge ou rouge foncé, et plus c'est défavorable en fait à la commune dans le calcul de dotation. Donc on voit sur le massif central, on a un peu un mitigé, un peu des deux. On voit que dans les Pyrénées, on est quand même plutôt dans des situations assez défavorables. Sur les Alpes, pareil en fait, surtout sur la partie frontalière. Donc ça, c'est pour la partie effort fiscal. Si on regarde sur la carte suivante, sur
le potentiel financier. On remarque là aussi, hein, donc là, on est toujours dans cette même logique, c'est-à-dire plus c'est vert et plus c'est favorable à la commune, et plus c'est rouge et moins c'est favorable. On remarque en effet que globalement, sur le massif central, en fait, la partie un peu, enfin qui est en vert très foncé là, donc vous serez gagnants, les communes seront gagnantes. Et on remarque par contre que sur la partie des Alpes, par exemple, on a toute la partie nord des Alpes et la partie frontalière en fait qui est plutôt défavorisée au niveau de ces critères de calcul. Donc là, on est sur l'évolution en fait telle qu'elle devrait atterrir à horizon 2028. Si en fait la fin de l'impact de la fraction de correction donc arrive bel et bien en 2028, puisque s'il y a un lissage en fait qui est décidé un peu plus en douceur, on va dire, l'impact pourra être décalé, quoi. Voilà. Fabien Rigui pour la Corse qui demande la parole. Fabien, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, moi quand je vois vos cartes, vous n'avez pas parlé de la Corse, mais la Corse elle est en Oui. noir sur les deux Ouais. cartes. J'ai vu. Bon, et je confirme, parce que c'est vrai que la nouvelle loi de finances qui prévoit, comme vous l'avez dit, que les nouvelles valeurs des indicateurs du potentiel financier et des l'effort fiscal qui sont entrés en vigueur vont l'être de manière lissée jusqu'à 2028. Et effectivement, pour nous, ça va avoir des conséquences, mais vraiment catastrophiques. Alors, on a déjà fait quelques projections, notamment sur mon intercommunalité, hein, avec des pertes de recettes qui vont être gigantesques. Hein. Pour exemple, pour la seule commune de Corté, ça va être environ 600 000 euros de pertes en termes de recettes sur le fonds de péréquation intercommunale. Et après, sous la forme de péréquation, bien sûr, pour les communes membres aussi de l'EPCI, ça va être bien sûr de manière moins importante, mais la perte de recettes, elle va être aussi très perceptible. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut, parce que bon, nous, ça ne nous arrange pas, cette réforme, cette refonte des indicateurs, et est-ce qu'il y a une manière, une possibilité de pouvoir déroger à ça? Après, je pense que comme effectivement, enfin, je sais pas, Philippe, toi, si tu as une réponse claire à ça, mais comme c'est étalé jusqu'en 2028, on peut penser que ça laisse le temps à l'État de voir effectivement des cas particulièrement problématiques et peut-être d'essayer de corriger ça. C'est ce que je peux vous dire, éventuellement de faire remonter l'information, alors à travers effectivement les associations d'élus, pour montrer qu'il y a effectivement des cas où cette fraction de correction, ça va vraiment peut-être poser enfin pas cette fraction de correction, ce nouveau mode de calcul va vraiment poser un souci, et de voir s'il n'y aura pas en loi de finances la possibilité après de créer un peu des mécanismes annexes. Mais je ne vois pas comment, par contre, faire, enfin voilà, à part par la voie législative. Oui, parce qu'on est quand même dans la communauté de communes du Centre-Corse, c'est parmi les plus pauvres de France. Et donc, on a l'impression que c'est un peu un coup de bâton en plus qui vient. Voilà, une punition. Alors, c'est vrai que on a remarqué que la TOM a été sortie de l'appréciation de l'effort fiscal dans ces nouveaux. Voilà. Et il faut savoir qu'en Corse, la TOM est très, très élevée. Et donc, le fait de l'avoir sorti, c'est vrai que ça nous pénalise énormément. Voilà, bon, c'est bien embêtant pour nous, cette histoire. Alors, je ne sais pas comment on va faire. C'est vrai qu'on a sollicité les parlementaires. Le maire de Corté a envoyé aussi un courrier au ministre de l'Intérieur. C'est des chiffres qui n'ont pas été démentis par la DGFiP. Oui. Et donc, là, maintenant, on attend une réponse des élus que nous avons sollicités. Mais pour l'heure, on n'a toujours pas eu de réponse. Vous n'avez pas eu de réponse. Pour l'instant, ça s'applique. Alors, pour l'instant, ça va parce qu'il n'y a que 20% qui est appliqué de ce nouveau calcul. Mais effectivement, d'ici 2028, bon, voilà. La bonne nouvelle, c'est que c'est 2028 la fin. Donc, ça laisse quelques années pour éventuellement corriger un peu le mécanisme, quoi. Mais vous avez raison, il faut vraiment alerter sur ce genre de... Ouais. Voilà. Alors, j'ai prévu de me rendre au comité directeur jeudi de l'année, mais je comptais soulever le problème, Marie-Annick. Il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que effectivement, c'est le bon relais. En fait, le problème de toute l'évolution de ces dotations, c'est qu'en fait, on est à somme nulle. Hein. C'est-à-dire que globalement, si l'État veut pouvoir donner un peu plus à certaines communes, forcément, il faut qu'il prenne l'argent ailleurs, quoi, puisqu'il ne met pas d'argent sur la table.
Donc c'est là, c'est une redistribution. Mais de façon générale, on aura exactement le même problème, parce qu'on parle à chaque fois de réviser la valeur locative, d'actualiser la valeur locative qui date de 1970, donc qui est la base quand même à la fois de la taxe foncière, mais aussi de la taxe d'ordure ménagère. Donc en fait, cette base qui est hyper importante. Donc toutes les communes disent: «Ah bah, il faudrait réactualiser». Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là aussi, c'est-à-dire que la volonté de l'État, s'il y a une réforme en fait de la valeur locative, c'est pas pour qu'au global, il y a une explosion de la fiscalité. Donc derrière, ça veut dire que de façon globale au niveau national, on aura un montant qui sera quasiment constant. Et ça veut dire que s'il y a des communes en fait où il y a une valeur locative qui va être fortement progressée pour pouvoir rectifier, bah, ce sera au détriment d'autres. Donc on a bel et bien ce système de péréquation qui accentue en fait des transferts de richesse où en fait on a une richesse qui n'est pas forcément réellement visible au niveau de la commune qui se trouve ponctionnée comme ça et qui comprend pas. Enfin, mais ce serait plus simple en effet si on remettait de l'argent sur la table, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Moi, je vais continuer hein, sur le soutien à l'investissement local. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque enveloppe. Vous les avez sur la diaporama. Et en plus de ça, on va peut-être manquer un petit peu de temps, mais tout simplement pour dire que globalement, les principales dotations de soutien à l'investissement local, donc des CIL, des ETR, des PV, des CID, sont maintenues à un niveau historiquement élevé. On est autour de 2 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Donc ici, on vous met autorisation d'engagement, crédit de paiement. Autorisation d'engagement, en gros, ça traduit la logique un peu pluriannuelle de ces dotations. Crédit de paiement, c'est ce qui est effectivement versé chaque année. C'est pour ça que là, par exemple, on a encore de la décile exceptionnelle qui est du coup à 0 en termes d'autorisation d'engagement, mais on est toujours à 110 millions d'euros sur les crédits de paiement. Peut-être ce que je peux dire sur ces dotations globalement, dotations et subventions à l'investissement, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a quand même un mouvement de verdissement du soutien à l'investissement local. Par exemple, la loi de finances pour 2023 prévoyait que 25% de l'enveloppe de la décile devait financer des projets favorisant la transition écologique. Donc, les préfets avaient l'obligation de sélectionner les projets, ou en tout cas d'attribuer 25% de l'enveloppe de la décile pour l'aspect vert et transition écologique. Et maintenant, pour la décile, sur la loi de finances 2024, prévoit que cet objectif est porté à 30%. 2023, donc au départ, Fonds vert, donc Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, qui était donc une enveloppe portée à 2 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 500 millions d'euros en crédit de paiement. Le montant du Fonds vert a été augmenté en 2024 de 500 millions d'euros, donc 2,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Et ces 500 millions d'euros supplémentaires, globalement, ils visent à financer la rénovation énergétique dans les bâtiments scolaires, dans les écoles. Et en crédit de paiement, on est sur donc 1,1 milliard d'euros, en gros, ce qui, comme on peut le voir dans le tableau, est finalement supérieur à l'enveloppe de la DETR. Donc voilà, un vrai objectif de verdissement des investissements. Et pour compléter un petit peu le propos sur le Fonds vert, ce qu'on vous a mis donc sous le tableau, c'est que le Sénat avait voté un amendement pour la création d'une nouvelle dotation, donc en fait qui se serait appelé le Fonds territorial climat. Et donc l'idée, c'était de verser aux collectivités porteuses d'un PCAET, donc un plan climat air énergie territoriale. Donc l'idée, c'est de verser 4 € par habitant à ces collectivités-là lorsqu'elles étaient porteuses d'un PCAET. Et donc cette dotation aurait été de 200 millions d'euros. Ces 200 millions d'euros qui auraient été soustraits du Fonds vert. Donc on aurait vraiment eu la création d'une nouvelle dotation de 200 millions d'euros pour cet objectif-là. Et le gouvernement n'a pas retenu cette option-là. Ce qu'il a décidé de faire à la place, c'est de réserver une enveloppe
de 250 millions d'euros. Donc, il a quand même augmenté le montant de cette enveloppe, mais en réalité, elle appartient toujours au fonds vert, simplement que 250 millions d'euros du fonds vert seront fléchés pour le financement de l'ingénierie, des PCAET, des intercommunalités. Voilà, donc on vous a mis le lien de la circulaire de fin décembre pour plus d'informations à ce sujet-là. Et donc là, pour parler rapidement aussi de la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Donc ça, c'est en gros la revalorisation des valeurs des locaux d'habitation et industriels. Donc ça joue sur le montant des taxes foncières, puisque globalement, pour ce qui est taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, mais aussi quelques taxes comme la GEMAPI qui sont un petit peu moins connues. Mais en gros, pour l'évolution de ces taxes-là, il y a 3 leviers d'évolution. On a le vote des taux, les collectivités votent des taux. Un effet volume, donc vraiment l'évolution physique des bases, donc chaque année, et donc cet effet revalorisation. Et le coefficient de revalorisation, bon, je le rappelle, je pense que vous le savez déjà, mais depuis 2018, ce coefficient, il est basé sur l'évolution en glissement annuel au mois de novembre N-1 de l'IPCH, donc l'IPCH pour indice des prix à la consommation harmonisée. Et donc, ce qu'on a constaté en novembre 2023, c'est que cet IPCH a évolué de plus 3,9% par rapport à novembre 2022. Et donc, en 2024, la revalorisation des valeurs locatives forfaitaires sera de plus 3,9%. Et ça fait suite au plus 7,1% qu'on a pu constater en 2023, qui était un niveau historique, particulièrement élevé. Mais ce qu'on constate et ce qu'on voit finalement sur le graphique, sur les histogrammes, c'est que 3,9%, ça reste quand même un niveau particulièrement élevé. Alors, si on continue sur la fiscalité, alors là, je vois le temps qui défile, donc on vous a mis beaucoup de mesures sur la fiscalité. Je vais vraiment vous donner les principales, sachant qu'après, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment des petites mesures qui peuvent intéresser une commune. Je vais essayer de me concentrer sur ce qui peut vraiment vous intéresser. Donc là, déjà, la première, c'est la dérogation à la règle de lien. Donc, vous savez qu'avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, c'est maintenant le foncier bâti qui est devenu la taxe pivot. Donc, vous ne pouvez pas augmenter votre taux de THRS, vos taux de foncier non bâti, de CFE, plus vite que votre taux de foncier bâti. Or, il y a quand même beaucoup de communes qui voudraient pouvoir imposer davantage leur résidence secondaire à travers la THRS que les propriétaires à travers le foncier bâti. Donc, le gouvernement a mis en place, la loi de finances a mis en place effectivement un mécanisme dérogatoire qui vous permet d'augmenter plus votre taux de THRS que de votre taux foncier bâti. Mais attention, il a aussi mis en place beaucoup de conditions pour pouvoir augmenter ce taux, ce qui le rend plus ou moins efficient. Donc déjà, là, on vous a listé effectivement toutes ces conditions pour pouvoir bénéficier de cette dérogation de la règle de lien. Donc déjà, il faut que vous ayez un taux de THRS qui est très faible, qui est inférieur à 75% de la moyenne des taux constatés sur votre commune. Donc déjà, si vous avez un taux de THRS qui est supérieur à la moyenne des communes, vous ne pourrez pas appliquer cette règle de déliaison des taux. Ensuite, si vous rentrez dans les conditions, que vous avez bien un taux de THRS qui est faible, vous n'allez pas pouvoir augmenter d'autant que vous voulez le taux de THRS. Vous ne pourrez déjà, votre taux que vous allez voter ne pourra de toute façon pas dépasser 75% du taux moyen des communes de votre département. Donc, le taux de toute façon voté reste plafonné. Et en plus, votre évolution ne pourra pas être supérieure à 5%, pareil, du taux moyen. Donc, ça veut dire que vous avez quand même beaucoup de conditions pour pouvoir voter un taux de THRS supérieur, une évolution supérieure à votre taux de foncier bâti. On vous a mis en bas un tableau justement pour expliquer ces mécanismes de déliaison et dans quel cas vous pouvez ou pas appliquer la règle. Donc là, on vous a mis l'exemple d'une commune A qui a un taux de THRS qui est trop élevé par rapport à la moyenne et donc du coup qui peut pas, on a mis non, peut pas déroger à la règle. Ensuite, vous avez la commune B qui a un taux
qui est de 10,6%, et finalement le taux maximum auquel peut voter, c'est 10,8%. Donc vous voyez qu'elle peut le faire, mais que ça limite fortement son évolution. Et puis la commune C, elle, pour le coup, elle a un taux de THRS qui est très faible, 9%, mais elle va être limitée par la règle de l'évolution maximale. Elle ne peut pas faire plus que 5% de la moyenne du taux, donc elle est limitée et elle ne pourra jamais de toute façon aller sur le taux de 10,8%. Donc là, vraiment, c'est pour vous montrer le mécanisme. Et oui, il y a cette règle de déliaison des taux, de dérogation, mais attention, il faut quand même respecter un certain nombre de critères. Alors, on continue, mais je vais essayer d'aller vite. Alors, il y a des mesures, il y a une exonération. Alors ça, si celle-ci, elle est importante, il y a une exonération obligatoire qui est mise en place si vous avez des logements sociaux. Vous savez, il y a déjà une exonération qui existe de longue durée sur la construction de logements sociaux. Et bien, cette fois-ci, il y a une nouvelle exonération obligatoire sur quand les logements sociaux font l'objet de travaux lourds de rénovation. Donc, notamment si ça fait passer votre critère énergétique qui était classé F ou G, que vous le faites passer en A ou B, là, effectivement, le logement social bénéficie de la dérogation, enfin de l'exonération, excusez-moi, à condition qu'il soit âgé de plus de 40 ans. Donc ça, c'est vraiment une exonération qui est obligatoire. Il y a une mesure de compensation quand même qui a été mise en place. Ce n'était pas gagné dans la première version de la loi de finances, il n'y avait pas de mesure de compensation. Et puis, ils se sont quand même rendus compte que c'était une exonération obligatoire, donc ils devaient mettre une compensation. Mais on attend les modalités un peu de cette compensation, mais elle est estimée à 7 millions d'euros. Mais ayez en tête, voilà, si vous avez des logements sociaux sur votre territoire, s'ils font l'objet de travaux de rénovation très lourds, ils peuvent avoir une exonération de foncier bâti. Après, Peut-être vous avez une très légère précision, Ouais. c'est même les classements E, F et G. Ah oui, on a mis oublié que F, G, mais il y a on a aussi mis le F et G classement sur la diapo, mais Ouais, tout à fait. on corrigera avant de vous l'envoyer. Ouais. Vous avez des exonérations, mais cette fois-ci facultatives, qui sont mises en place, également dans cette histoire de verdissement et de soutenir effectivement les travaux de rénovation énergétique, également des ménages sur vos territoires. Mais là, c'est des exonérations que vous pouvez mettre en place, mais qui ne sont absolument pas obligatoires. Vous devez prendre une délibération pour la mettre en place, mais du coup, vous n'êtes pas compensé. Donc, il y en a une qui porte sur les logements de plus de 10 ans. Et là, c'est tout type de logement, pas que sociaux, en cas effectivement de travaux de rénovation énergétique. Et vous avez également sur une exonération sur la création de nouveaux logements, des logements neufs qui répondent à des critères de performance énergétique et environnementale. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'un verdissement et d'accentuer les travaux pour la rénovation énergétique. Voilà. Bon, là, il y a une création de compensation, mais c'est pour des collectivités qui perdent une usine sur leur territoire. Du coup, ça leur fait perdre du foncier bâti. Et du coup, il y a une compensation qui est mise en place pour perte importante de foncier bâti. Cette compensation, elle existait pour une perte de cotisation foncière des entreprises, mais elle n'existait pas pour le foncier bâti. Or, vous le savez, les entreprises payent aussi du foncier bâti. Si vous avez, il faut une perte très importante. Alors, on attend un décret d'application pour savoir le niveau de cette perte. Mais là, c'est vraiment, si vous avez une grosse usine qui ferme, qui payait du foncier bâti parce qu'il y avait un bâti qui ne paye plus du coup de foncier bâti, ça crée une perte importante de produits pour vous. Il y a une compensation qui sera mise en place et qui sera dégressive sur 3 ans. Mais voilà, on attend les règles pour savoir à quoi correspond cette perte importante. Après, vous avez plein d'autres mesures fiscales, mais là, je ne vais pas du tout rentrer dedans. C'est plein de petites mesures. Elles sont bien décrites dans le débat d'orientation budgétaire. Elles sont un peu moins importantes. Juste pour ceux qui touchaient de la taxe d'habitation sur les logements vacants l'année dernière, qui sont rentrés en zone tendue. Il y a eu un nouveau zonage qui a été fait. Si vous êtes rentré en zone tendue, vous n'avez plus le bénéfice de la THLV, de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Sachez que l'État a décidé de compenser. C'est-à-dire que vous continuerez à percevoir chaque année votre produit de THLV 2023, même si vous êtes rentré en zone tendue et que vous n'avez plus la possibilité de voter un taux de THLV. Ça peut être intéressant si effectivement vous êtes dans ce cas de figure. Vous êtes rentré en zone tendue, vous ne pouvez plus voter de THLV, vous continuez à percevoir une dotation égale au montant 2023. Après, il y a une accentuation pour éviter le phénomène Airbnb. On a augmenté la fiscalité sur les meublés de tourisme, pour essayer de décourager un peu certains propriétaires à mettre en location leur logement. Et après, vous avez plein de petites mesures. Là, je ne rentre vraiment pas dans
dans ce détail-là. Je vous laisserai regarder pour ceux que ça intéresse et on pourra toujours répondre à vos questions par ailleurs. Et donc, Alice, je te laisse finir sur les dernières autres Ouais. petites mesures On hors va finir fiscalité sur, et dotation. c'est ça, on va finir sur toujours sur du vert, hein, c'est la couleur symbole de cette présentation finalement. Un certain fil rouge qui est en fait un fil vert. Donc je vais essayer d'aller vite sur les budgets verts. Donc la loi de finances pour 2024 instaure l'obligation d'établir un budget vert. Mais pour les collectivités de plus de 3500 habitants, donc on est sur un peu plus de 3000 communes en l'occurrence. Sur un ensemble de 35 000 communes. Donc, on est sur moins de 10% des communes qui sont concernées par cette obligation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une annexe au budget, donc compte administratif ou CFU en fonction, qui s'appellerait donc impact du budget pour la transition écologique. Et ça, c'est à compter de l'exercice 2024. Et donc, l'idée, c'est de présenter les dépenses d'investissement qui contribuent négativement ou positivement aux objectifs de la transition écologique. Et donc, voilà, je précise un compte administratif, donc c'est à partir des dépenses réalisées. C'est vrai que déjà, le fait que ce soit pour l'exercice 2024, ça peut sembler, ça peut arriver assez vite, mais vous avez jusqu'à début du coup 2025 pour le faire. Et donc, pour ce qui est du modèle, il sera fixé par arrêté après concertation entre les ministères et les associations d'élus. Et on attend aussi du coup un décret pour préciser vraiment les modalités d'application et préciser aussi quels sont les investissements qui sont vraiment concernés par cet état. Ce qu'on n'a pas mis sur la diapo, c'est que le gouvernement devra remettre au Parlement un bilan de la mise en place de ces budgets verts et de cette annexe au plus tard pour octobre 2026. Pour ce qui est de la dette verte, j'essaie d'aller vite, mais le fait d'identifier la part de l'endettement des collectivités qui sont favorables à la transition écologique, là, on est vraiment sur une annexe donc, qui s'appellera État des engagements financiers concourant à la transition écologique. Ça concerne toujours les collectivités de plus de 3500 habitants. Pour les critères, on est sur pour le référentiel, en tout cas, de cette dette, entre guillemets, dette verte. On se base sur le règlement européen et sur la taxonomie verte européenne. Simplement, élément assez important par rapport au budget vert, c'est que là, on est vraiment sur une annexe facultative. C'est vraiment les collectivités qui ont la possibilité d'instaurer cet état, cette annexe au budget, mais on reste sur du facultatif. Précision réglementaire à venir et évidemment, voilà, comme disait Julie, on est à votre disposition pour répondre à vos questions s'il y en a là-dessus. Et la dernière diaporama, là, on est vraiment voilà, sur encore plein de petites, plus ou moins petites mesures d'ailleurs, puisque pour ce qui est de la création des zones France ruralité revitalisation, voilà, malheureusement, on n'a pas forcément le temps de développer, mais voilà, on en a parlé très brièvement au moment de parler des dotations. On est sur une refonte et un remplacement des zones de revitalisation rurale. Mais à nouveau, on a essayé de faire en sorte de tout synthétiser et de rendre l'ensemble de ces mesures assez claires et pédagogiques dans le DOB en instantané, qui d'ailleurs, je le précise, a été publié pendant ces webinaires. On a reçu un mail qui confirme la publication du DOB en instantané. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Et on vous enverra le lien. Voilà, on vous enverra le lien, bien sûr. Voilà, bon, on est passé vite sur les mesures de fin, mais qui étaient des mesures qui vous intéressaient peut-être un petit peu moins, j'espère. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas, vous avez pu avoir pas mal d'informations pour pouvoir faire vos budgets, parce que vous devez être en pleine période budgétaire. Et puis voilà, de toute façon, on est à votre disposition. S'il y a des questions supplémentaires, on échangera avec. Sur la diaporama suivante, on a notre adresse mail, notamment si vous souhaitez. Ah, ou peut-être qu'on ne l'a pas mis d'ailleurs. Non, on ne l'a pas mis, mais ce n'est pas grave. On n'a pas mis notre adresse mail. On la transmettra.
Voilà, on vous transmettra notre adresse mail générique pour contacter les études et sinon, bah, vous avez donc les liens, en l'occurrence, pour accéder à l'ensemble de nos publications, dont le DOB en instantané. Et on se renseigne du coup pour les justement SRR. voilà, les ADRR et cette histoire de 1er juillet, comment on applique les montants des dotations. De toute façon, on vous transmettra à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites au webinaire, on vous transmettra le PowerPoint et on a également enregistré la présentation pour pouvoir vous la transmettre si vous souhaitez la réécouter ce qui a été dit. Et on communiquera donc dans ces cas-là également votre adresse mail générique avec la diffusion du PowerPoint. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a un peu dépassé le temps prévu. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a fait au fur et à mesure, donc au moins. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions que ça, elles pourront venir après, j'imagine. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie encore de votre intervention. Donc Alice Monticelli, Julie Marcoff et Philippe Beckman, bien illustrés en plus de ça, avec des cartographies qui ont été assez parlantes pour certains. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous. Merci la Banque Postale pour votre intervention. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On vous transmet les éléments d'ici la fin de la journée. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour votre Au revoir. attention. Bonne journée.